Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la phagocytose qui fait partie de la réaction inflammatoire et nous verrons comment cette réaction inflammatoire peut être prolongée si elle ne suffit pas à venir à bout d'une infection. La réaction inflammatoire est déclenchée par des cellules résidentes qui émettent des médiateurs chimiques qui vont notamment recruter des cellules qui réalisent la phagocytose. Nous voyons ici un macrophage. Un macrophage, au départ, c'est un monocyte, une cellule qui se trouve dans la circulation sanguine et qui, une fois qu'elle a migré dans les tissus, devient ce qu'on appelle un macrophage. Elle se différencie et notamment elle devient capable de phagocyter de manière très efficace des éléments étrangers, d'où son nom de macrophage. Ce macrophage, on le voit ici sur cette image, émet des pseudopodes, c'est-à-dire des déformations de sa membrane plasmique qui vont pouvoir entourer un élément étranger. Ici, il a été entouré un globule rouge, une hématie. Et cet élément étranger donc, va être de cette façon-là inclus dans une vésicule cytoplasmique qu'on appelle une vésicule d'endocytose. On observe aussi sur ce macrophage d'autres vésicules qui s'appellent des lysosomes, puisqu'ils contiennent des enzymes qui vont digérer les éléments étrangers. Et il va y avoir donc une fusion entre les lysosomes et le phagosome, ce qui a été phagocyté. Et donc les enzymes vont pouvoir détruire l'intérieur le contenu du phagosome. Voici ici étape par étape la phagocytose d'une levure par un macrophage. Nous avons donc ce macrophage qui est de couleur bleue, ce sont des fausses couleurs, les lysosomes qui sont de couleur verte et l'élément étranger qui est représenté par des levures qui est de couleur rouge. À t égale 0 minutes, le macrophage se déforme pour phagocyter les éléments étrangers, les levures. Il déforme sa membrane plasmique et donc va former une vésicule dont on a vu tout à l'heure qui s'appelait un phagosome. Cette phagocytose étant réalisée, le phagosome, la vésicule qui contient l'élément étranger en rouge, va entrer en contact avec les lysosomes. Ici, à t égale 15 minutes, la couleur orange résulte de la fusion des lysosomes en vert et de la levure en rouge. Et donc cette levure commence à être digérée par les enzymes contenues dans les lysosomes. Ce qu'on peut voir ici, les levures perdent de leur volume et commencent à être complètement détruites. On doit la découverte de la phagocytose à un scientifique russe, Ilya Metchnikov, qui a, au début du XXe siècle, représenté des cellules de grenouilles phagocytant des bactéries. Donc cette phagocytose est apparue comme étant un mécanisme de défense des vertébrés. Il avait même identifié la sortie de granulocytes de vaisseaux sanguins. Metchnikov a passé une grande partie de sa vie à étudier ce phénomène de phagocytose qu'il a retrouvé chez des organismes beaucoup moins évolués, donc chez des invertébrés comme chez l'étoile de mer. Et donc il raconte qu'il a intégré dans une étoile de mer une épine de rosier et il a constaté que cette étoile de mer possédait elle aussi des défenses immunitaires et des cellules qui étaient capables de phagocyter l'élément étranger. Ici, nous avons des célomocytes, c'est-à-dire des cellules qui se trouvent dans le liquide entourant les organes d'un ver de terre. Et on constate que si l'on place ces célomocytes en présence d'éléments étrangers, par exemple des levures, on va retrouver ces levures intégrées dans les célomocytes, c'est-à-dire que le célomocyte a phagocyté les levures, ce qui montre que ce mécanisme de défense, la phagocytose, est un mécanisme qui existe chez de nombreux organismes, donc c'est un mécanisme très conservé au cours de l'évolution. La réaction inflammatoire ne suffit pas toujours à éliminer les infections. Nous allons voir dans les prochaines diapos comment les cellules de cette réaction inflammatoire, notamment les cellules dendritiques, vont préparer une deuxième réponse de l'organisme, une réponse plus spécifique qu'on appelle la réponse adaptative, qui met en jeu notamment des anticorps et des cellules spécialisées, les lymphocytes. Alors ici nous avons des
des cellules dendritiques qui ont été modifiées génétiquement pour émettre une bioluminescence. Donc elles expriment une protéine luminescente. On injecte ces cellules dendritiques dans la patte arrière d'une souris et on suit leur devenir en suivant justement cette luminescence. On constate que la luminescence progressivement augmente au niveau d'un ganglion lymphatique, le ganglion lymphatique proche de l'endroit où ont été injectées les cellules dendritiques. Et donc cette luminescence montre que, cette augmentation de la luminescence dans les ganglions lymphatiques montre que les cellules dendritiques ont migré de l'endroit où elles ont été injectées jusqu'au ganglion lymphatique, le plus proche. Si l'injection des cellules dendritiques a eu lieu au niveau du pied, comme ici, eh bien, on va retrouver les cellules dendritiques dans le ganglion poplité, c'est-à-dire dans le ganglion qui se trouve au creux du genou. Si l'injection a eu lieu au niveau de la cuisse, eh bien, nous allons retrouver les cellules dendritiques dans le ganglion inguinal, c'est-à-dire le ganglion qui se situe à l'aine, c'est-à-dire entre la cuisse et le tronc. Que se passe-t-il au niveau de ces ganglions lymphatiques? Que font les cellules dendritiques dans ces ganglions? Ici, sur la première image, nous voyons des cellules dendritiques en relation avec des spores de moisissure. Ces cellules dendritiques donc, sont en train de phagocyter ces moisissures. Lorsqu'elles vont phagocyter ces moisissures, on l'a vu déjà précédemment, elles vont donc détruire les constituants de cet élément étranger. Mais ce n'est pas tout. Après avoir détruit ces éléments étrangers, elles vont exprimer à leur surface, elles vont présenter des fragments de cet élément étranger, donc des peptides, des petites protéines, des petits fragments de protéines, qui vont être associés à des molécules qui sont propres à l'organisme, les molécules du CMH. Le CMH étant le complexe majeur d'histocompatibilité, c'est un peu, si vous voulez, la carte d'identité des cellules qui permet de savoir si une cellule appartient ou pas à l'organisme. Ici, sur l'image 3, nous voyons que des cellules dendritiques entrent en contact avec des lymphocytes. Et on pense que nous savons maintenant que lors de ce contact, il y a présentation des antigènes, c'est-à-dire des petits peptides qui proviennent de l'élément étranger, présentation de ces antigènes en association avec les molécules du CMH à des lymphocytes qui, eux, vont être les acteurs de la réponse adaptative que nous étudierons un peu plus tard. Sur cette diapositive, nous voyons donc des cellules résidentes, les macrophages et les cellules dendritiques, qui présentent à un lymphocyte à la fois des peptides du pathogène, ou de l'élément étranger, c'est-à-dire des antigènes, ce qu'on appellera des antigènes, c'est-à-dire des molécules étrangères reconnaissables par le système immunitaire, en association avec des molécules du CMH. Cette présentation se fait à des lymphocytes dans les ganglions lymphatiques. Voici un schéma qui résume l'ensemble de la réaction inflammatoire aiguë, donc, qui est une partie de la réponse immunitaire innée. Donc, au départ, nous avons des cellules résidentes qui ont un rôle de sentinelle, c'est-à-dire qui vont surveiller les tissus et donc qui vont pouvoir reconnaître des éléments étrangers qui auraient pénétré dans ces tissus. Cette reconnaissance, nous l'avons vu, met en jeu des récepteurs qu'on appelle TLR, qui reconnaissent des molécules particulières qui sont partagées par les pathogènes en général. Suite à cette reconnaissance, les cellules résidentes sécrètent des médiateurs chimiques qui vont entraîner la réaction inflammatoire, donc notamment un afflux de plasma, la vasodilatation, mais aussi un recrutement de cellules phagocytaires, les granulocytes. Ces granulocytes réalisent ce que nous avons vu et décrit aujourd'hui, c'est-à-dire la phagocytose. Et si l'infection persiste, c'est-à-dire si la réaction inflammatoire ne suffit pas à éliminer l'ensemble des agents infectieux, alors les cellules résidentes migrent dans les ganglions lymphatiques les plus proches et vont présenter à leur surface, en association avec des molécules du CMH, des antigènes de l'agent infectieux, c'est-à-dire des molécules reconnaissables
par le système immunitaire, qu'on appelle des antigènes, donc, et cette présentation va se faire dans les ganglions lymphatiques à d'autres cellules, notamment des lymphocytes.